Décolonisation saison 2, Haïti. Épisode 11, 16 pluvioses en deux. Bonjour. À la fin du dernier épisode, les commissaires Paul Vérel et Sontonax ont aboli l'esclavage sur la colonie. Dos au mur, à cause de la menace espagnole et anglaise, et sans espoir d'être renforcés par la métropole, ni d'être réapprovisionnés, Sontonax d'abord et Paul Vérel ensuite ont abattu leur dernière carte, c'est-à-dire émanciper les esclaves. L'idée, c'est que les esclaves ainsi libérés en seront tellement reconnaissants qu'ils prendront les armes pour sauver la colonie et la République. Ça, c'est la théorie. En pratique, Sontonax et Paul Vérel découvrent rapidement que même cette mesure radicale ne convainc pas la majorité des Noirs. Pire, l'abolition de l'esclavage, c'est la trahison de trop pour les Blancs et les gens de couleur. Commençons par les Blancs. Eh bien, pour eux, l'abolition est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La première conséquence de l'abolition, c'est qu'un grand nombre de Blancs se dit « c'est bon, on n'a plus rien à faire ici » et quitte la colonie. L'exode qui a commencé avec la bataille du Cap s'aggrave donc dans toutes les provinces. La deuxième conséquence est plus extrême. En fin septembre, 600 soldats britanniques prennent pied à Jérémie. Vous vous rappelez, la seule ville que Sontonax et Paul Vérel n'avaient pas réussi à reprendre aux rebelles blancs. Les Redcoats, comme on surnomme les soldats britanniques, débarquent sur invitation des colons blancs et sous les vivas de la foule qui crie, je cite, « Longue vie aux Anglais », fin de citation. Et le même scénario se répète au nord, où les officiers français qui contrôlent la base navale du Môle Saint-Nicolas, eh bien ces officiers livrent la place forte aux Anglais sans combattre. Conclusion, grâce aux colons blancs dégoûtés par l'émancipation, les Anglais ont maintenant deux têtes de pont d'où ils peuvent lancer leur conquête de la colonie. Et ils espèrent que d'autres défections vont faciliter leur progression. En ce qui concerne les gens de couleur, l'abolition divise la communauté. D'un côté, certains, comme les militaires Villatte au nord, Beauvais et Rigaud au sud, restent fidèles à la République, ainsi que Pierre Pinchina. Il faut noter ici que Rigaud devient l'homme fort dans le sud. Il met en place une émancipation à la Paul Vérel, mais aussi et surtout les restrictions drastiques de Paul Vérel. Les cultivateurs sont désormais libres, mais ils continuent à faire le même travail qu'avant, sous la surveillance étroite des militaires. Rigaud, Pinchina, Beauvais et Villatte acceptent donc l'émancipation et restent fidèles à la République. Mais ils sont les seuls. Pour la majorité des gens de couleur, les commissaires sont allés trop loin. C'est le cas en particulier des habitants de la province de l'Ouest. Et en novembre, les leaders de couleur de la ville de Saint-Marc entrent en contact avec les Britanniques. Ils ont deux revendications. Premièrement, le maintien de l'esclavage et deuxièmement, le maintien de l'égalité raciale que leur avait accordé le décret du 4 avril. En échange de quoi, les leaders de Saint-Marc promettent d'aider les Britanniques à arracher la colonie à la République. Les Anglais disent oui, et en fin décembre, l'Union Jack flotte au-dessus du port de Saint-Marc. Puis, c'est la même chose dans la ville d'Arcahaie, plus au sud, en direction de Port-au-Prince, de Port républicain, comme on appelle maintenant la ville. Le maire d'Arcahaie déclare que, je cite, « S'il est des cas où l'abandon de ces drapeaux soit excusable », fin de citation, c'est bien celui-là. Mais le réveil sera rude pour les gens de couleur, car bien sûr les Anglais rétabliront l'esclavage, mais ils ne tiendront pas leurs promesses quant à l'égalité entre les gens de couleur
et les Blancs. Mais dans l'immédiat, Saint-Marc puis Arcahaie sont tombés aux mains des Anglais. Et c'est l'alerte maximale chez les commissaires, car Port-au-Prince est désormais menacé. Mais Sontonax et Polverel réussissent à conserver le contrôle de la capitale. Pour ce faire, Sontonax confie le cap au colonel Lavaux et rejoint Polverel à Port-au-Prince pour assurer la défense. Mais Lavaux, à son tour, confie le cap à Jean-Louis Villatte, l'officier de couleur resté fidèle à la République. Lavaux, lui, transfère son quartier général à Port-de-Paix sur la ligne de front avec les Britanniques qui tiennent le môle Saint-Nicolas. Mais revenons-en à Port-au-Prince. Pour conserver la ville, ce que Sontonax et Polverel font, c'est qu'ils appliquent la même recette qu'au Cap, c'est-à-dire faire appel aux Noirs, et en particulier aux bandes armées qui contrôlent la plaine et les hauteurs autour de Port-au-Prince. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas avoir eu connaissance de la loi du 16 Pluviose. Qu'à cela ne tienne, Sontonax et Polverel s'avancent. Ils entrent en contact avec les chefs rebelles et annoncent fin février aux Noirs que la Convention a avalisé l'abolition de l'esclavage. Du coup, ils enregistrent un ralliement de taille en la personne d'Alaou, un chef rebelle qui entre dans Port-au-Prince avec plusieurs milliers de soldats. Grâce à eux, Port-au-Prince ne tombe pas aux mains des Anglais. Enfin, venons-en à l'impact de la proclamation d'émancipation sur la population noire. Et là, il faut dire que les résultats sont décevants, car la proclamation du 29 août n'entraîne pas du tout, mais alors pas du tout, une levée en masse des Noirs. Bien sûr, un grand nombre de Noirs qui ne font pas partie de l'armée insurgée embrassent la liberté. Mais souvent, ils en profitent pour déserter les plantations qui ont continué à fonctionner, car les anciens esclaves n'ont aucune envie de se soumettre au système de travail forcé que les commissaires veulent mettre en place. Pour rappel, il n'y a plus de commandeurs, mais des conducteurs. Il n'y a plus d'esclaves, mais des cultivateurs. Et c'en est fini du fouet. Cependant, on attend des cultivateurs qu'ils restent rattachés à une seule plantation pendant 1 an et qu'ils fassent le même travail que quand ils étaient esclaves. En échange, une part des bénéfices de la plantation leur revient. Ensuite, du côté des généraux noirs alliés aux Espagnols, c'est tout simplement niet. Toussaint, Jean-François et Biassou sont encore convaincus que les jours de la République sont comptés face à la première coalition en Europe. Par conséquent, aucune raison de basculer dans le camp des perdants, même s'ils viennent d'abolir l'esclavage. D'ailleurs, le jour même de la proclamation de Sontonax, le 29 août, Toussaint, se présentant pour la première fois comme Toussaint l'Ouverture, fait une contre-proclamation. Je cite : « Je suis Toussaint l'Ouverture. Mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les faire exister. Unissez-vous, frères, et combattez avec moi pour la même cause. Déracinez avec moi l'arbre de l'esclavage. » Fin de citation. Mais au lieu d'annoncer un ralliement à la République, Toussaint l'Ouverture poursuit en excoriant la France et en réaffirmant sa fidélité au roi d'Espagne. Mais ce qui est intéressant dans cette proclamation, c'est qu'on voit clairement aussi que Toussaint l'Ouverture se positionne par rapport à Sontonax. Lui est le véritable défenseur des Noirs et de la liberté, et il prétend avoir été le premier à se lever pour la cause de l'abolition. Et ce n'est pas un hasard non plus si la proclamation louverturienne est faite le même jour que celle du commissaire.
D'autre part, la proclamation montre aussi que Toussaint Louverture commence à s'engager sur une voie de plus en plus indépendante. En effet, Toussaint sait que Jean-François et Biassou ont plus la côte que lui auprès des Espagnols. Le risque pour sa personne, en cas de défaite probable de la République, c'est de végéter dans sa position subalterne. Or, on l'a vu, Toussaint Louverture a une vision pour Haïti différente de celle de ses chefs. Il entreprend donc une série d'actions pour gagner en autonomie. Premièrement, on sait que dès juin 1793, Louverture entre en contact avec le colonel Lavaux, le protégé de Sontonax. Deuxièmement, Toussaint Louverture va se rendre incontournable militairement en se taillant un territoire sur mesure distinct des fiefs de Jean-François et de Biassou. En effet, les deux chefs noirs contrôlent les territoires les plus proches de la frontière espagnole. Jean-François commande le côté est de la frontière et Biassou le côté sud. Ce que fait Toussaint, c'est qu'il se fait confier la partie ouest de la province du Nord. Et là, il part à l'offensive, démontrant des qualités de chef militaire inédites. Premièrement, Toussaint Louverture augmente la capacité de ses forces en profitant des désertions d'officiers royalistes qui lui apportent une expertise militaire classique. Deuxièmement, il cultive la proximité avec le peuple, ce qui lui permet une très grande maîtrise du terrain. Enfin, Toussaint devient maître dans l'art de la désinformation et du subterfuge. C'est ainsi, par exemple, qu'il arrive à prendre Dondon en manipulant et en retournant les détachements français chargés de défendre la ville. Mais Toussaint Louverture sait aussi se battre, et la conquête de Marmelade, elle, se fait au prix de combats très féroces. Par la suite, Toussaint Louverture prend la ville d'Hennery et enregistre dans le même temps la défection du commandant de la place. Il est stoppé un moment devant Plaisance par des forces de couleur qui arrivent même à lui reprendre Henry. Mais c'est reculé pour mieux sauter. Toussaint repart à l'offensive, reprend Henry aux gens de couleur, puis conquiert Plaisance et Chanlatte. Et en décembre 1793, les troupes de Toussaint Louverture entrent dans le port de Gonaïves. Avec toutes ces victoires, Toussaint Louverture est désormais maître du cordon de l'Ouest, ce chapelet de forts qui sépare les provinces du Nord et de l'Ouest. De nombreuses garnisons se retrouvent maintenant isolées et à portée de canon des troupes de Toussaint Louverture. Or, l'abolition de l'esclavage de Sontonax a affaibli le moral de beaucoup d'officiers français. Entre rejoindre la contre-révolution de Toussaint Louverture et se faire massacrer par ses troupes, le choix est vite fait. Beaucoup d'officiers et leurs troupes se rendent donc au chef noir et viennent gonfler les rangs de l'armée louverturienne qui devient de plus en plus conséquente. Conclusion, au début de 1794, Toussaint Louverture contrôle maintenant le passage entre les provinces du Nord et de l'Ouest. Théoriquement, il est toujours subordonné à Jean-François et à Biassou. Mais ce qui change, c'est qu'il a maintenant un territoire autonome assez loin de la frontière espagnole, donc de la supervision de ses supérieurs hiérarchiques. Enfin, il est maintenant à la tête d'une armée redoutable. 4000 hommes, dont une majorité noirs, mais aussi des hommes de couleur et d'anciens officiers blancs. Si on résume donc la situation de Sontonax et Paul Vérel après la proclamation du 29 août, on peut dire qu'ils avalent plusieurs couleuvres. Les Blancs et les gens de couleur les trahissent au profit des Anglais. Jean-François et Biassou leur mettent un vent. Toussaint Louverture leur prend du territoire. On a dit tout ça, mais on n'a même pas encore parlé de l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des commissaires. Et si la Convention
rejeté l'émancipation. En effet, quand ils ont décrété l'abolition, les commissaires ont allègrement outrepassé leurs prérogatives. Pour rappel, leur mission était d'imposer l'égalité raciale entre blancs et gens de couleur, puis de mettre fin à l'insurrection des esclaves et de les ramener dans les plantations. Il y a donc grand risque que les commissaires se fassent taper sur les doigts par la Convention. C'est la raison pour laquelle Sonthonax met au point un plan com audacieux pour porter la nouvelle à Paris et essayer de convaincre la Convention. Ce que fait Sonthonax, c'est qu'il envoie une délégation Benetton avec 2 blancs, 2 noirs et 2 hommes de couleur. Cette délégation Benetton quitte la colonie en septembre 1793. Le challenge, c'est de passer entre les mailles du filet de la Royal Navy, ce qui implique un détour par les États-Unis. Or, quand ils arrivent à Philadelphie, les délégués de Sonthonax tombent nez à nez avec les réfugiés blancs qui viennent de fuir le Cap. Et autant vous dire que les réfugiés sont tous encore super remontés contre Sonthonax. Certains délégués se font agresser, d'autres manquent de se faire lyncher, un autre est pris en otage, etc. Résultat des courses, seuls 3 délégués parviennent en France au début de 1794. Et avant d'en venir à l'accueil qu'ils reçoivent, il est important de noter qu'ils arrivent à Paris en pleine période de terreur. Et la terreur a déjà eu raison de Jacques-Pierre Brissot, le chef de file des Girondins, celui-là même à qui Sonthonax et Port-Vérel doivent leur nomination à Haïti. Brissot a été guillotiné en octobre 1793 avec 21 de ses collègues girondins, après la mise à jour, semble-t-il, d'un complot girondin. Du coup, à ce moment-là, toutes les actions de Sonthonax et de Paul Vérel sont déclarées contre-révolutionnaires. Et de fait, quand Sonthonax proclame l'abolition, il ne le sait pas encore, mais la Convention a déjà décidé en juillet de les rappeler, lui et Port Vérel, pour les traduire devant le tribunal révolutionnaire. Et du coup, quand la nouvelle de la proclamation de Sonthonax arrive à Paris en mi-octobre, le tout Paris est encore plus convaincu qu'un complot girondin est en marche et qu'il faut en finir avec les commissaires rebelles. Sonthonax et Paul Vérel apprennent leur convocation en mi-septembre, mais ils ne se précipitent pas pour y répondre. Pourquoi? Ils ont bien sûr peur de se faire guillotiner comme Brissot, mais aussi parce que, comme on l'a vu, la colonie est dans une situation sécuritaire critique, avec les débarquements anglais à Jérémie, Saint-Marc et au Mont-Saint-Nicolas. Sonthonax et Paul Vérel prennent donc la décision de rester aux commandes du bateau colonial pour assurer sa défense jusqu'à ce qu'un remplaçant vienne les relever. Mais l'autre conséquence du débarquement anglais, c'est que quand les 3 délégués Benetton de Sonthonax arrivent à Paris en début 1794, la donne a encore déjà changé. En décembre, on a appris à Paris la collusion des colons blancs avec l'ennemi britannique. Et on découvre alors aussi à ce moment-là que c'est depuis février que les colons blancs sont en négociation épistolaire avec le gouvernement britannique à propos de la cession de la colonie. C'est donc une véritable conspiration des grands blancs avec les Anglais qui est mise à jour. Tout à coup, il n'est plus question de complot girondin aux colonies. Au contraire, les commissaires apparaissent désormais comme de vrais républicains. Les colons blancs, voilà l'ennemi. On en est donc là quand les 3 délégués arrivent à Paris en janvier 1794. Il s'agit de Louis Dufay, un blanc, d'un homme de couleur, Jean-Baptiste Mills, et de l'ancien esclave noir, Jean-Baptiste Bellé.
celui-là même qui a sauvé Sontonax lors de la bataille du Cap. Je vous renvoie à l'épisode précédent. Quand les 3 hommes se présentent devant la Convention, un député se lève et déclare, je cite, « L'égalité est consacrée. Un noir, un jaune et un blanc sont assis parmi nous au nom des citoyens libres de Saint-Domingue. » Fin de citation. Tonnerre d'applaudissements. Le lendemain, Louis Dufay monte sur l'estrade et prononce un discours retentissant. Il se fait le défenseur éloquent de l'action des commissaires, quitte à embellir un peu la réalité. Il raconte la manière dont les esclaves du Cap et des environs s'étaient levés comme un seul homme pour venir au secours de Sontonax, assailli par le contre-révolutionnaire Galbaud. Dufay continue et assure que la proclamation d'émancipation était la seule manière de doter la République de nouveaux citoyens à même de s'opposer à l'ennemi anglais. Et il faut croire que le discours de Dufay fait son effet. À peine a-t-il fini qu'un député se lève et demande que la Convention nationale proclame l'abolition de l'esclavage. En un temps record, une proposition de loi est rédigée, votée et adoptée en ce 16 pluviose de l'an 2, le 4 février 1794, pour les contre-révolutionnaires que nous sommes. Je cite. La Convention nationale déclare que l'esclavage est aboli sur tout le territoire de la République. En conséquence, tous les hommes sans aucune distinction de couleur jouiront des droits des citoyens français. Fin de citation. Et cette promesse d'égalité se concrétise immédiatement avec l'installation de Dufay, Mills et Bellay comme députés à la Convention. Jean-Baptiste Bellay, cet ancien esclave né au Sénégal, devient alors le premier député noir de France et il siégera au Parlement jusqu'en 1798. Son portrait en pied par Girodet est d'ailleurs aujourd'hui devenu l'une des images emblématiques de la Révolution française. Et juste un dernier mot sur le décret du 16 pluviose. Il en va de l'abolition de l'esclavage par la Convention comme de la proclamation de Sontonax. C'est une décision inattendue et les historiens ne sont pas tous d'accord sur la part d'idéalisme révolutionnaire et sur la part de calcul politique qui a mené à cette décision. D'abord, il va sans dire que l'émancipation a été adoptée comme une arme de guerre anti-britannique. Danton, par exemple, s'écrit, je cite, « C'est la mort de l'anglais », fin de citation, juste après l'adoption du décret. L'autre facteur, c'est qu'en 1794, la Convention prend moins de risques économiques à tripatouiller le système colonial qu'en 1789, 90 ou 91. En effet, étant donné que la guerre avec la Grande-Bretagne a fermé le commerce transatlantique de la France, il y a beaucoup moins à perdre de ce côté-là. En tout cas, voilà, l'esclavage est officiellement aboli. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour célébrer ça, quoi de mieux que la magnifique chanson « Bam Ti Bonjour » de Bito Vaobas. Bito Vaobas, Bam Ti Bonjour. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois et on verra que Sontonax et Paul Vérel vont enfin recevoir de bonnes nouvelles avec le ralliement prochain de Toussaint Louverture à la République. Mais ils en recevront aussi de mauvaises, car malgré la ratification de l'abolition de l'esclavage, la Convention confirmera le rappel des commissaires à Paris. D'ici là, portez-vous bien, écoutez Bam Ti Bonjour de Bito Vaoba et salut hein. Nyawad na jake